Donc la volonté de la dire, souvent c'était de tester avant de déployer, parce que forcément si c'est pour tester et puis que ça marche pas ou que ça coûte très cher de déployer, vaut mieux vérifier avant. Donc, ce qui fait qu'on a eu une série de tests. Et puis donc, ouais, ce que je disais, c'est que les trois expérimentations sur lesquelles je vais un peu venir ici, c'est vraiment l'expérimentation d'éco-pâturage, l'utilisation d'huile essentielle de cèdre et l'électrification. Donc tout d'abord, l'éco-pâturage de Renoué. Donc on a procédé dans un premier temps en fait, sur une bibliographie, une étude bibliographique. On a vu que cette méthode ressortait pas mal, avec des effets qui étaient plutôt positifs. Ce qui a amené l'Adirnor à se rendre compte un peu de la faisabilité, elle, sur son réseau, avec toutes les contraintes de sécurité qui peuvent lui être inféodées. Donc, une fois qu'on a vu que c'était un peu faisable, on a recherché un peu les prestataires qui permettraient de mettre en œuvre cet éco-pâturage. Alors, en effet, du fait des contraintes de sécurité, on ne pouvait pas forcément laisser des chèvres en bord d'autoroute, même avec des clôtures. En effet, la chèvre est un animal qui est un petit peu audacieux et téméraire. Et donc, par moment, on peut avoir certaines acrobaties de chèvres. Et donc, c'était pour la retrouver sur l'autoroute, c'était pas forcément une bonne idée. Donc, en fait, il a fallu trouver un prestataire qui permette le gardiennage la journée quand la chèvre était là. Donc, ils se sont abattus sur l'association Espoir Avenir, qui est une association d'insertion professionnelle. Donc d'un côté on faisait donc un point positif pour la biodiversité tout en faisant un bon point aussi du côté social puisque ça permettait de réintroduire aussi les gens dans la société au niveau professionnel. Et enfin il a fallu choisir le site, donc un site qui soit accessible pour l'association pour venir mettre les chèvres de façon quotidienne et en même temps un site qui soit facilement clôturable. Donc ça s'est posé sur l'échangeur donc 21 de la 2 au niveau de Aulnoy-les-Valenciennes, donc avec 3 lots. Le lot 1 qui est longitudinal, qui fait à peu près 1500 m², le lot 2 qui est le triangle juste au-dessus, qui fait 4000 m², et le lot 3 qui est complètement au-dessus, de l'autre côté de l'autoroute, qui lui fait plutôt 3000 m². Et enfin, nous de notre côté, CEREMA, on a mis en place le protocole de suivi et accompagné le bon déroulement de l'expérimentation. Donc en termes de suivi, le protocole est assez simple. Nous réalisions en fait une fois par mois, en fait, on allait sur le site. Donc les chèvres arrivaient généralement vers mi-avril, qui est la date à partir de laquelle la renouée émerge du sol. Nous, on arrivait un petit peu avant pour faire un état initial du site. On regardait les tiges qui étaient déjà en place. On faisait un suivi opportuniste de biodiversité. Donc on s'était fait un petit circuit sur le site et on relevait toutes les espèces qu'on voyait au niveau flore, mais aussi les différentes espèces d'insectes qu'on pouvait croiser. Et donc après, une fois par mois, on allait sur site et on prenait un ensemble de mesures. Donc on mesurait la hauteur de la renouée, le diamètre à la base, le diamètre au sommet, la plus grande feuille et le nombre de nœuds sur la tige de renouée. Donc à chaque fois, une dizaine de tiges sur chaque lot, ce qui demande quand même un certain effort chronophage, il faut bien dire, ça prend beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'on n'allait pas plus souvent sur le terrain. Et donc on a fait ça depuis 2015. En gros, c'est une méthode qui marche, qui globalement est plutôt positive. On va avoir, donc, il y a certaines contraintes forcément sur le site, hein, mais grosso modo, la renouée recule. La renouée recule. Il se trouve que sur un site, on était même bien parti en fait pour l'avoir vraiment réduite à pas grand chose. C'est juste qu'on a eu des soucis avec l'éleveur lors de 2 ans, où il y a eu une difficulté pour accéder sur le site, ce qui fait qu'on a perdu tout le bénéfice de l'opération. Mais sur les 2 autres lots, on a vraiment vu un gain en fait. D'un côté, la renouée a une enveloppe surfacique qui est moins étendue qu'à l'origine. Et en même temps, la densité de tige sur l'enveloppe en fait, est plus diffuse. Il y a beaucoup moins de densité de tige. Donc on voit bien quand même qu'il y a un effet sur la pousse de la renouée. L'autre effet, en fait, il vient aussi sur la biodiversité.
où on va avoir en fait un gain d'espèces. C'est-à-dire que là où la renouée elle est sous pression du pâturage, il y a un accès à la lumière aux graines de la banque du sol. Ce qui fait qu'un certain nombre d'espèces vont pouvoir émerger. Et donc toutes ces espèces, en fait, on ne les voyait pas au début, et on les voit s'exprimer à l'heure d'aujourd'hui, et elles vont ramener aussi un cortège d'insectes derrière. Donc on va avoir une multiplication des pollinisateurs notamment, mais pas que, on va avoir aussi un certain nombre d'odonates. Bon, il y a la proximité aussi des temps du vignoble qui est pas loin, qui favorise aussi la chose. Et donc en fait, on va avoir, en fait, au début on avait à peu près une trentaine d'espèces cumulées sur les 3 lots. Alors d'aujourd'hui on est plutôt sur 60-70 espèces. Donc on voit bien quand même qu'il y a, sachant qu'encore une fois, on est sur du relevé opportuniste, et pas sur du relevé protocolé bien précis, ce qui veut dire qu'on aurait sûrement plus en fait. Enfin, il y a forcément des aspects un petit peu négatifs sur le site. Donc comme je le disais, il y a eu des contraintes d'accès pour l'association sur un certain nombre. Mais il y a d'autres aussi contraintes, c'est-à-dire qu'on a pu en parler notamment sur la collaboration qui était importante entre voisins, entre guillemets. Là notamment, on a un site où la renouée, elle va aussi sur le terrain communal qui jouxte la parcelle de la DIR. Et donc oui, la DIR peut intervenir, mais si de l'autre côté la commune ne fait rien, c'est, je ne vais pas dire jeter de l'argent dans les fenêtres, mais elle s'escrime entre guillemets à lutter alors que la commune ne fait rien, et en fait elle perd une partie du bénéfice de son action. Donc il y a vraiment une importance en fait quand on identifie une espèce exotique envahissante sur son terrain, et qu'on voit qu'elle déborde sur celui du voisin, à se concerter avec son voisin pour mettre en place une action commune. Et enfin, quand on mène ce type d'expérimentation, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'éleveur, il faut que ce soit quelqu'un de sérieux et rigoureux, parce que bon, maintenant, on a pu le voir au début, ça allait très bien, il y a eu un changement de personnel, puis il y a revenu un changement de personnel, et en fait, sur le changement de personnel, à un moment, la communication s'est pas bien faite, et nous, on avait des données qui n'étaient pas forcément bonnes, ce qui fait que forcément, ça faisait des résultats. Et on a su que des fois, il ne faisait pas bien le suivi de son personnel, qui lui, du coup, disait qu'il allait sur le terrain, mais il n'est pas sur le terrain. Donc là, quelques espèces qu'effectivement on a pu voir revenir sur le site. Donc la carte géographique pour papillons, on a aussi oui, effectivement la petite Ophrys abeille à gauche qui est apparue. Donc les odonates, comme je le disais, avec leur tétrome réticulé, la grande sauterelle verte qui se plaît, et en fait on revient vers des écosystèmes de prairies. Donc en gros, le pâturage de renouée, c'est une méthode qui est plutôt bénéfique et plutôt efficace. Alors, arriver à l'éradication, je sais que dans certains cas, j'ai entendu et j'ai vu dans la littérature qu'on pouvait arriver à l'éradiquer. Je dirais qu'à la limite, déjà, on arrive à réfréner un peu sa dynamique, c'est déjà beaucoup. On arrive à la voir régresser, c'est énorme. Disparaître, on n'en est pas encore là. On espère un jour, pourquoi pas, mais c'est très compliqué avec la renouée. L'autre avantage, c'est le fait qu'on a pu en entendre parler de la problématique du déchet d'espèces exotiques envahissantes. Avec les chèvres qui pâturent, on n'a pas de déchets. Donc ça, c'est un gros avantage, puisque du coup, ça enlève une épine du pied. Et comme je le disais, en termes d'expression de la biodiversité, c'est un gros point positif, puisqu'on va voir les graines de la banque du sol qui vont s'exprimer, et qui ne s'exprimaient pas avant, car elles étaient oppressées par la renouée. Maintenant, on est bien conscient que le pâturage ne peut pas être réalisé partout. Et c'est aussi pour ça que bon, ben voilà, c'est une solution, mais ce n'est pas la seule solution. C'est une solution qui peut être mise en place si les conditions sont réunies. Je vais vous parler maintenant de l'huile essentielle de cèdre et de la renouée. Là, j'ai fait une erreur, la photo n'est pas la bonne. Alors, pour refaire un peu le contexte de cette expérimentation, il faut savoir qu'en gros, en 2014, ESCO Vivant, qui était une association en fait, qui était un peu précurseur du sage ESCO, avait réalisé une expérimentation de façon un peu, on va dire, aléatoire. C'est-à-dire qu'ils avaient pris conscience que certaines espèces émettaient des substances allélopathiques. C'est des substances en fait qui permettent à une espèce de se développer et pour se protéger d'émettre des substances qui vont inhiber la croissance des voisines. Et donc parmi elles, notamment, on voit le noyer. Le noyer, souvent, on l'a cité dans cet exemple. Essayez de faire une sieste sous le noyer, vous allez voir un peu mal de tête. C'est un peu lié à ça aussi. Et donc, ils avaient notamment mis des extraits donc, de la juglone, qui est donc la substance allélopathique du noyer, sur de la renouée. Et il se trouve que ça n'avait pas marché, sauf sur un lot.
qui était au pied d'un parement de cèdre. Ils ont déduit que c'était peut-être le parement de cèdre, en fait, par ruissellement d'eau dessus, qui avait fait que... Donc ils en sont venus à faire une expérimentation avec l'huile essentielle de cèdre. Mais ils n'avaient pas pu aller au bout de cette expérimentation, puisque la chargée de mission à l'époque partait. Mais elle avait fait un retour d'expérience là-dessus, qui montrait des résultats plutôt positifs au début, mais faute d'aller plus loin, elle a préféré communiquer ses résultats et dire, voilà, si quelqu'un peut prendre le bébé à la suite, dans ces cas-là, ça pourrait être bien, parce qu'il y a peut-être une piste. Donc c'est comme ça qu'est venue un peu cette réflexion. Mais d'autant plus que quelqu'un comme la DIR était contrainte par la réglementation contre l'utilisation des pesticides. Donc là on s'est dit, il y a peut-être une alternative aux pesticides, il faut peut-être y aller. Maintenant, il y avait un autre point qui posait un peu problème, c'était quel impact sur la biodiversité. Parce que l'huile essentielle de cèdre, c'est pas une substance neutre de mine de rien. Bon, déjà, elle est toxique pour les mammifères, hein, donc même pour nous, n'importe quelle huile essentielle peut être toxique et avoir un effet si on l'utilise à trop forte concentration. Donc on ne pouvait pas faire ça n'importe comment. Et donc on a décidé de faire de faire l'expérience, mais plutôt en laboratoire, de façon à prévenir en fait toute dégradation de l'environnement si jamais il y a un effet. Donc on a réalisé le protocole de suivi et lancé l'expérimentation en 2021 en laboratoire. Donc cette expérimentation s'est faite sur 3 lots. Donc 3 lots sur lesquels on a testé l'huile essentielle de cèdre selon plusieurs modalités d'admission du traitement. Donc un premier avec de l'arrosage, un deuxième avec de la pulvérisation, et un troisième où on a fait d'abord une fauche des tiges présentes, et après on a pulvérisé sur le lot. Chaque lot en fait avait un sous-lot, donc un sous-lot qui était témoin dans un premier temps, sur lequel on appliquait de l'eau, un autre sous-lot sur lequel on mettait de l'eau plus un solvant, enfin un troisième lot sur lequel on mettait de l'huile essentielle de cèdre, et un quatrième où on a mis de l'huile essentielle de menthe. Alors pourquoi l'huile essentielle de menthe? C'est tout simplement parce qu'elle est un peu moins toxique que l'huile essentielle de cèdre pour l'organisme humain. Donc du coup, on a mis ces cultures en pot. Au début, il s'agissait juste de rhizomes qui étaient mis dans des pots de terre. Et en fait, au bout d'une dizaine de jours, en fait, on a vu les premières plantules sortir de terre. Ce qui fait qu'on a appliqué tout de suite les traitements. Donc une fois par semaine, ces traitements ont été appliqués jusqu'à la fin de saison végétative. À chaque fois, on a pris des mesures toutes les semaines, après prise du traitement, où on a mesuré un certain nombre de facteurs, un peu les mêmes qu'on avait pu mettre en œuvre lorsqu'on a suivi l'éco-pâturage. Donc le diamètre des tiges, la hauteur des tiges, le nombre de nœuds, etc. Et à la fin de l'expérimentation, on a fauché l'ensemble et on a mesuré la masse sèche et la masse fraîche en fait, de chaque lot pour voir s'il y avait une différence en fait, entre les différents lots. Ainsi mesurer un peu l'effet et l'impact de l'huile essentielle de cèdre. Donc là, c'est une photo des 3 lots après 10 semaines de traitement. On s'aperçoit que tout pousse, hein. Tout pousse et plutôt de façon... On s'aperçoit aussi qu'il n'y a pas grand-chose qui pousse au pied des pieds de renouée, voilà. Alors que la terre venait d'un sol qui n'était pas forcément contaminé au départ. Donc le suivi était complexe du fait de la dynamique de l'espèce, parce que justement elle poussait très vite, un peu enfouie, et que parfois elle avait même tendance à essayer de rejoindre les tiges sur les lots voisins, donc ça a été un peu la jungle. Bon, puis il y avait des essais de fuite des pots aussi. Mais ce qui ressort surtout, en fait, c'est qu'on a peu d'effet des traitements en fait, sur le nombre de tiges par pot. Donc déjà, le traitement en fait, ne joue pas sur la multiplication des tiges. On s'aperçoit qu'il y a peu d'effet des traitements sur la taille des tiges. Donc en fait, là encore, sur la croissance, on n'a pas d'effet. Et que ça avait peu d'effet sur le diamètre des tiges. En effet, il y avait un des sous-lots en fait, où on s'aperçoit qu'on a une diminution du diamètre, mais c'est vraiment peu significatif en fait. Et donc pareil, sur la masse végétale fraîche comme sèche, en fait, idéalement, il n'y a pas non plus d'effet. Donc là, c'est pareil, c'est l'évolution de la hauteur. Et en fait, là où on s'aperçoit que ça diminue un peu vraiment,
comment dire, c'est lié à des conditions en fait, d'expérimentation, il n'y a pas vraiment de réaction. C'est pour ça qu'il y a la courbe verte qui est un peu au-dessus, qui montre une descente, mais en fait, c'est pas vraiment le cas. Donc, la pulvérisation, l'arrosage comme la fauche, au niveau du suivi, n'ont pas montré d'effet significatif sur la croissance de la renouée, ni sur la taille des tiges, ni sur l'épaisseur des tiges, et encore moins sur la multiplication des tiges. Donc, ah oui, j'ai oublié de préciser qu'effectivement, l'huile essentielle n'est pas soluble dans l'eau, du fait que c'est une huile et donc il a fallu mettre un émulsifiant avec l'eau. Les huiles essentielles en plus sont toxiques, ce qui a fait qu'à partir de certaines concentrations, elles peuvent avoir des effets très significatifs pour l'être humain. Donc ça a nécessité la mise en place d'un protocole assez carré avec la nécessité d'équipements de protection individuelle pour éviter notamment l'aspect brûlure, etc. Donc c'est assez complexe, et donc si ça avait eu un effet, ça aurait été assez complexe aussi à généraliser sur des plus grandes surfaces. Et par ailleurs, bien qu'il n'y ait pas eu d'effet significatif sur la croissance, l'utilisation de telles substances, elle pourrait avoir un impact sur la biodiversité, sur les ressources en eau. Donc pour toutes ces raisons, en fait, ce process-là n'est pas recommandé. Donc voilà, un effet négatif, c'est aussi important de le communiquer pour éviter de refaire l'erreur ailleurs. Mais du coup, on était content d'avoir fait en labo, et pas important de prendre des précautions. Enfin, l'électrification de la renouée. Alors, c'est un peu plus récent. C'est une méthode qui est utilisée là aussi en alternative à l'utilisation de produits phytosanitaires, notamment au niveau de l'agriculture, pour éliminer les plantes adventices en bord de champ, ou même des fois au niveau de la viticulture, en pied de vigne, pour éviter le développement d'espèces non voulues. À l'utilisation d'une unité d'électrification, et on y a recours en fait pour éliminer, donc ça a un effet un peu, on va dire, wound-up, puisque ça grille les parties aériennes des tiges. L'entreprise Sautravers avait acquis une unité en fait, qu'on peut connecter sur un tracteur au bout d'un bras, et du fait que ça marchait sur les espèces adventices, elle s'est dit bah, ça marche peut-être sur la renouée. Donc elle a proposé à la dire, voilà, nous on a une unité d'électrification, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un test chez vous sur votre réseau pour voir si ça marche ou pas. Donc elle a dit ben, pourquoi pas, mais on va faire quand même, on va faire les choses bien, et on va faire ça sur un secteur qui est plutôt limité parce qu'on ne sait pas les impacts que ça aura. Donc ils nous ont mis dans la boucle également. L'idée Dixit de l'entreprise Sautravers, c'est que la décharge électrique parcourt la partie aérienne, la grille, et en même temps descend jusqu'au rhizome. Et là, si effectivement ce serait le cas, ce serait top, parce que c'est là que résident, entre guillemets, les forces vives de la renouée. Donc c'était, entre guillemets, très prometteur. Maintenant, il n'y avait rien pour le vérifier. Donc il a fallu, donc là encore, choisir le site et réaliser le protocole de suivi. Alors il faut savoir que ça a été assez vite. Donc sur cette première année en fait, de suivi, on a eu un protocole qui a été fait un petit peu, on va dire, à la va-vite. On s'est basé sur ce qu'on avait déjà fait par le passé, avec des mesures notamment pour voir au niveau de la repousse s'il y avait un impact déjà. Et on se disait, ben, par la suite, du coup, on permettra de voir l'évolution de la taille des massifs, s'il y a une évolution ou pas. Il se trouve qu'en fait, lorsqu'on a fait le suivi, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelque chose qui nous embêtait un peu beaucoup. C'est-à-dire que, oui, la décharge électrique descend peut-être dans le rhizome, on n'en a aucune preuve. Donc comment montrer qu'il y a un effet, c'est compliqué. Il faudrait faire des coupes de rhizome, essayer de voir la loupe binoculaire s'il y avait quelque chose. Mais pour cette première année, ce n'était pas possible. L'autre chose, c'est si effectivement l'onde électrique descend dans le sol jusque la racine, est-ce que ça n'aura pas un impact sur la faune du sol? Donc là, du coup, pareil, il aurait fallu qu'on mette en place aussi un protocole de suivi de la faune du sol. Donc on s'est dit, il faudra voir par la suite pour ajouter ça. Ce qui fait que sur la première année, donc en 2022, on a fait une visite sur site à chaque fois 2 semaines après le traitement électrique. Ça nous permettait de mesurer les tiges qui ressortaient de terre et de pouvoir mesurer le rythme de croissance. Effectivement, apparemment, donc, on a eu 5 sessions d'électrification dans l'année. Effectivement, il apparaît que le rythme de repousse en fait, de la renouée est plutôt sur la moyenne basse de sa fréquence de pousse, puisqu'on sait que la renouée, elle peut pousser jusqu'à 4-5 cm par jour. Là, on était plutôt sur 1,3, 1,4. Donc on est plutôt sur la fourchette basse.
Au niveau des tailles, du coup, on n'avait pas des très grandes tailles, on avait plutôt une pousse qui était diffuse. Et donc, comme je le disais, on a eu malheureusement un suivi imparfait, là encore, sur les 2 années qui ont suivi, parce qu'il n'y a pas eu forcément une très bonne communication de l'entreprise avec la DIR. Et donc, comme je suis le 3e maillon de la chaîne, s'il y a mauvaise communication avant, je suis aussi mal barré pour la suite. Ce qui fait que j'ai rien pu tirer de significatif sur les 2 années qui ont suivi. Et par contre, cette année, en fait, on a remis les choses au clair et on a rajouté ce volet en fait sur l'analyse d'une coupe de rhizome pour voir s'il y avait un effet ou pas. Et on a mis en place un protocole ver de terre pour l'analyse pour avoir un indicateur faune du sol. Bon, il se trouve qu'en fait, ça va pas. L'indicateur ver de terre en fait ne sera pas forcément une bonne solution puisque le protocole qui existe préconise un relevé chaque année. Et du coup, comme le traitement n'a pas lieu l'hiver, vu qu'il a lieu que quand la roue est sortie, du coup, c'est pas forcément pertinent. Donc on est occupé de chercher un autre protocole pour changer ça. Mais toujours est-il qu'à l'heure actuelle, on est un petit peu dans l'expectative quand même par rapport à cette technique. Donc en effet, on a du positif, on est bien d'accord, puisque la repousse serait plus lente. Elle nécessiterait donc moins d'intervention que si on faisait par exemple un fauchage répétitif. Mais c'est à prendre en compte aussi parce que l'année où on l'a fait, ben, peut-être que les conditions météo aussi ont pu influer là-dessus. Donc c'est pour ça que c'est un enseignement qu'il faut prendre aussi avec des pincettes. En revanche, là encore, on revient sur le problème de l'efficacité de site avec le massif qui doit être traité et qui est sur un seul terrain. En effet, si là encore le massif déborde sur le terrain voisin, encore une fois, on va tomber sur le problème de la gestion en fait, qui est non partagée et qui fait qu'on pourrait la faire pour rien. De même, il faut faire en sorte que le massif soit potentiellement traité par l'ensemble de l'appareil électrificateur. Comme le bras sur lequel l'appareil est à une certaine longueur, là encore, si derrière il y a une talus qui descend, le bras ne pourra pas y aller et donc ça va être compliqué. Et enfin, oui, c'est une méthode qui est non sélective. Et donc on grille tout ce qu'il y a. C'est-à-dire que, admettons que le premier passage, il n'y a que de la renouée, on grille que la renouée, mais que le vide a permis à certaines espèces, même de l'ortie, de ressortir. Quand on repasse, on fait le deuxième passage, la machine va électrifier aussi l'ortie, en fait, elle ne choisit pas. Donc pour la biodiversité, ce ne serait pas forcément top comme méthode. Et enfin, du coup, on n'a aucune certitude que le rhizome est vraiment atteint. Donc là, on est encore occupé de voir, même si on sait que l'entreprise essaie de démarcher d'autres structures pour utiliser pour la lutte contre la renouée. Mais on ne sait pas vraiment si c'est vraiment utile. Donc l'électrification grille toute partie aérienne des végétaux, renoués ou non. C'est bien l'un des problèmes, c'est ce que je disais, c'est que c'est sélectif. L'électrification, donc oui, est censée lancer une décharge qui va parcourir la partie aérienne et atteindre le rhizome, mais ça, on n'en a aucune certitude à l'heure actuelle. Mais que si c'est le cas, effectivement, on va avoir un problème parce qu'on va être sur l'impact sur la biodiversité du sol. Et donc, du coup, on va avoir un problème de cet aspect-là. Par contre, si c'est pas le cas, en fait, on n'a rien d'autre qu'une méthode qui est un peu comme le Roundup, à part que c'est pas chimique. Donc, c'est pas une méthode qui est à jeter, mais par contre, une méthode qui peut être utilisée dans des endroits où on ne peut pas faire autrement, c'est-à-dire des endroits où on n'a pas forcément un enjeu de biodiversité important et que, pour des raisons de sécurité, pour éviter effectivement de bloquer du trafic ou autre, sur des petits espaces, ça peut être intéressant. Mais ça n'ira pas plus loin, à mon sens, même si encore, pour le moment, les enseignements ne sont pas très plus poussés. En fait. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Florian pour cette présentation.